Puis-je vous aider? C'est ce que nous verrons. Les films Le Hobbit ont suscité beaucoup de haine à leur sortie et continuent de l'être aujourd'hui, mais j'apprécierais toujours beaucoup de choses chez eux. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Du casting impeccable aux séquences impressionnantes, ces films avaient beaucoup d'atouts, malgré un accueil mitigé des fans. Les trilogies Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson ont inévitablement été comparés, Le Seigneur des Anneaux étant sorti en 2001 et ayant révolutionné le paysage fantastique. Ceux-ci font partie de mes films préférés, comme beaucoup d'autres fans du Seigneur des Anneaux. Mais contrairement à la plupart, j'apprécie le côté un peu différent qu'est Le Hobbit. Jackson a eu des années et des années pour préparer le tournage du Seigneur des Anneaux, après avoir obtenu un budget risqué auprès de grands noms pour adapter un roman relativement peu connu dans le contexte du grand public. Il a fini par créer certains des meilleurs films et des plus rentables du genre et du monde. Mais Le Hobbit a rencontré plus de difficultés dès le départ et a initialement fait appel à Guillermo del Toro pour la réalisation, remontant à la chronologie du Seigneur des Anneaux, de la trilogie originale à une époque antérieure à la naissance de Frodon. Le Hobbit a traversé un développement difficile pour en ressortir plutôt fort. Aidan Turner a fait un carton dans son rôle de Kili, l'un des nains du Hobbit. Il a été conçu pour se démarquer d'un point de vue commercial, ajoutant une touche romantique à une histoire autrement très peu romantique. Si l'histoire d'amour de Kili avec Toriel, l'elfe inventé de la trilogie, semblait superflue et parfois gênante, Turner était un véritable enchantement. Aujourd'hui célèbre pour avoir incarné Paul Dark, personnage éponyme de la BBC, ses qualités de tombeur étaient évidentes dès le départ. Turner apparaissait non seulement comme un héros improbable aux côtés de ses camarades plus âgés, mais il jouait également un rôle important, rendu plus important par Peter Jackson que dans le livre. Les costumes, la coiffure et le maquillage étaient impeccables, introduisant une nouvelle esthétique pour les nains, invitant un public différent à s'identifier à cette espèce légendaire. Ils n'étaient plus de simples bûcherons chenus, ouvrant ainsi la voie à l'histoire de Tolkien pour les fans plus jeunes et plus récents. Le Chant des Nains a été pour moi un moment fort du Hobbit, quoi qu'en disent les autres fans. Le Seigneur des Anneaux était un film d'action et d'aventure, mais souvent assez sérieux, tandis que Le Hobbit poussait la frivolité à des sommets. Beaucoup ont critiqué certains aspects comme la conversation de Gandalf avec Bilbon sur le bonjour, mais des échanges légers comme celui-ci et le Chant des Nains reflétaient parfaitement le ton du livre pour enfants. J'ai adoré voir les nains chanter à tue-tête à la table de Bilbon, annonçant aux spectateurs pour la première fois ce qui les attendait avec la trilogie dans Le Hobbit, un voyage inattendu. Un petit morceau de musique est essentiel dans une adaptation du Hobbit ou du Seigneur des Anneaux. Mais heureusement, Le Hobbit n'a jamais dégénéré en comédie musicale. Ce qui était peut-être encore mieux que l'air du dîner, c'était le chant funèbre médiéval chanté par les nains. En termes d'écart par rapport au livre, celui-ci était vraiment magique. Il y avait quelques personnages dans le film Le Hobbit qui n'étaient pas dans le livre, mais Smaug était une adaptation merveilleusement fidèle de l'un des plus grands méchants de Tolkien. Lorsque Bilbon, Thorin et les nains parvinrent enfin à atteindre Erebor dans la désolation de Smaug, ils mirent en œuvre un plan astucieux pour vaincre le dragon maléfique. Parvenant à faire fondre l'or, la compagnie le déversa sur lui. C'était l'un des visuels les plus inoubliables de la trilogie fantastique. Bien qu'avide et égoïste, Smaug était une prouesse d'images de synthèse et une beauté à contempler. Bilbon, avec la touche Midas du Hobbit, apportait cet impressionnant spécimen à de nouveaux sommets, le transformant en or et le rendant encore plus beau, d'une manière étrange et violente. Je sais que beaucoup ont détesté les images de synthèse explicites de la trilogie, mais j'ai trouvé ce passage louable, surtout lorsque Smaug a stupéfié les spectateurs en jaillissant de l'or et en s'envolant librement. Les films du Hobbit laissent beaucoup à désirer en termes de fidélité à l'intrigue du livre pour enfants, mais j'ai apprécié l'exploration du nécromancien par la trilogie. Bien que le nécromancien soit mentionné dans le roman Le Hobbit, sorti en 1937, son combat contre le Conseil Blanc n'y était pas mentionné. Cependant, le Conseil Blanc s'est rendu à Dol Guldur selon les annexes du Seigneur des Anneaux. Cette once de fidélité a suffi à me convaincre que la sensation de plonger au cœur de Sauron était sans conteste l'une des raisons pour laquelle Le Hobbit était aussi bon que le Seigneur des Anneaux. Cela s'appuyait sur la mise en scène de l'œil géant et des incarnés de Peter Jackson, infidèle mais brillant. Tout comme l'œil engloutissait Frodon, il engloutissait le spectateur, occupant tout l'écran à son apparition. Le Hobbit a poussé le concept encore plus loin avec le nécromancien, zoomant sur son centre dans une infinité fractale vertigineuse. Le Hobbit a ouvert une fenêtre fascinante sur la vie familiale de Legolas. Étonnamment, Orlando Bloom pourrait faire revivre Legolas pour la chasse de Gollum, car il a été incroyable dans Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Il a également bien collaboré avec Lipas, un autre point fort de la trilogie. Le passé de Legolas et de Gimli était obscur dans la trilogie, mais leur
camaraderie en a fait des personnages parmi les plus intrigants de la communauté. Le Hobbit a ajouté Legolas à une histoire dont il n'avait pas besoin, mais cela a attiré le public du Seigneur des Anneaux dès la première trilogie, contribuant ainsi à rapprocher les deux trios. Cette décision commerciale aurait pu être bien plus frustrante si l'exploration du royaume forestier de Thranduil par la trilogie n'avait pas été un tel succès. De la conception des décors à la dynamique complexe et le lien complexe entre Legolas et son père, c'était un élément d'invention que je ne reproche pas au Hobbit. Luke Evans a été une révélation dans la trilogie. L'acteur gallois a insufflé une vie stoïque et héroïque à un personnage grossièrement esquissé, jouant un rôle important dans le troisième âge du Seigneur des Anneaux. Bard l'archer est un personnage essentiel de l'histoire, mais il n'a pas eu beaucoup de temps d'écriture dans le livre pour enfants ou dans le légendaire. Evans a fait beaucoup avec très peu et a su convaincre chaque spectateur de l'apprécier. Le Hobbit présentait de nombreuses différences avec le livre, mais le portrait de Bard par Evans était tout à fait juste. La trilogie n'avait pas besoin de 3 films pour raconter son histoire. 1 ou 2 aurait suffi, mais le temps consacré à explorer la famille de Bard et à le rendre sympathique était l'un des avantages de cette durée prolongée. La qualité d'acteur d'Evans a fait de Bard le personnage central qu'il devait incarner dans la désolation de Smaug. Howard Shore et son équipe ne déçoivent jamais, mais Le Hobbit était une mise à jour du Seigneur des Anneaux dont tout le monde avait besoin. Dire que la bande originale de Howard Shore était le personnage principal du Seigneur des Anneaux ne serait pas un euphémisme si elle n'avait pas été si parfaitement interprétée que presque tous les personnages semblaient, d'une certaine manière, pour les fans comme moi qui ont grandi avec des franchises fantastiques comme Harry Potter et le Seigneur des Anneaux, ces bandes originales étaient un rite de passage. À propos des Hobbits, de Shore est toujours aussi touchant et chaleureux, et le sera probablement toujours. Le rappel ultime que l'on est chez soi quelque part, même au loin. Ce refrain a fait un retour triomphal dans la trilogie du Hobbit et a probablement largement contribué à son succès. La trilogie jonglait avec des détournements de l'histoire et des embellissements de l'histoire, avec des personnages originaux et familiers, mais la bande-son était incontestablement brillante du début à la fin. Le film sur Gollum va enfin pouvoir rendre justice à Thranduil, interprété par Lipas, ce qui est une bénédiction, car les éloges légitimes pour sa performance ont été oubliés dans l'accueil mitigé réservé à la trilogie. Lipas était hautain et glacial dans le rôle de Thranduil, une caractérisation parfaite pour un rôle ambivalent. Il représentait une menace, mais pas un méchant, un gentil du côté des nains. Décrire Thranduil de cette manière était un coup de génie. Cela a permis de communiquer le fossé historique entre les elfes et les nains, rendant l'idée de son fils se liant d'amitié avec Gimli dans Le Seigneur des Anneaux encore plus pertinente. Cela, à son tour, a rendu la relation quelque peu fracturée entre Thranduil et son fils. Legolas, à la fois plus triste et plus compréhensible. Thranduil était figé dans ses habitudes, mais toujours prêt à admettre ses torts, avec une complexité morale très Tolkien. Smaug est sans doute l'un des meilleurs personnages des deux trilogies du Seigneur des Anneaux. Et ce qu'il y a de plus remarquable chez lui, c'est le talent vocal impeccable de l'inimitable Benedict Cumberbatch, confirmant le stéréotype selon lequel les acteurs britanniques ont une voix plus maléfique que ceux qui ont d'autres accents. Cumberbatch a imprégné Smaug d'un mépris monstrueux qui n'a presque pas nécessité de retouche pour ressembler à un dragon cracheur de feu. Il sera à jamais la voix de tous les dragons fantastiques dont je lirai l'histoire. Plus impressionnant encore, Cumberbatch a prêté sa voix aux méchants de la trilogie du Hobbit. Il a également prêté sa voix aux nécromanciens, démontrant ainsi la diversité de ses talents et la richesse de ses cordes vocales. Cumberbatch portait une combinaison de captures de mouvements pour que ses mouvements épousent la cadence de ses répliques, contribuant ainsi à rendre Smaug réaliste, émotif et convaincant. Un travail remarquable de la part de l'équipe du Hobbit. Martin Freeman est, bien sûr, le meilleur atout du Hobbit, également connu pour avoir incarné John Watson dans le fantastique Sherlock. Freeman est l'incarnation même de la classe moyenne britannique, à l'écran comme en dehors. À l'écran, il excelle dans les rôles de personnages réservés, pas timide, juste poli. Mais, fait exceptionnel, Freeman possède une férocité innée qui se révèle au moment le plus inattendu. Il était hilarant dans le rôle de Bilbon, maladroit et conflictuel, devenant héroïque lorsque la situation l'exigeait. Freeman est inévitablement l'un des plus grands atouts des films du Seigneur des Anneaux. D'une certaine manière, il est dommage qu'il n'existe pas d'autre histoire capable de redonner vie à Bilbon incarné par Freeman. Cependant, cela pourrait être une bénédiction pour que sa performance révolutionnaire reste exemplaire et ne soit pas entachée par de futures tentatives de prolonger une franchise. Le héros improbable et réticent n'avait jamais semblé aussi improbable que Freeman dans Le Hobbit, faisant de son interprétation dynamique du bien-aimé Sake un trésor national. Et quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, on se retape les deux trilogies chaque année. On commence par Le Hobbit, on finit par Le Seigneur des Anneaux. Si toi aussi tu fais ça, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Sinon, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.